devant le ministre des Sports guinéen et ministre de l'Éducation. On parle de ce centre, modèle en Afrique, pour l'émancipation de la femme, contre les violences de genre, patati, patata. Bon. Donc tout le monde se fait de la pub. La France, la FIFA, cette ONG, et vous avez même l'UNICEF qui rejoint le projet. Alors là, vous vous dites, c'est magnifique. Mais en réalité, dans ce centre, les gamines, elles étaient violées. Bienvenue dans cette nouvelle interview du Média en 442. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Romain Molina. Bonjour. Mais bonjour et merci pour l'invitation. Vous êtes journaliste sportif, mais vous êtes surtout journaliste d'investigation. Vous avez publié des enquêtes pour le New York Times, le Guardian, CNN ou encore la BBC. Et on vous reçoit aujourd'hui pour parler de vos 2 livres consacrés à l'un des sports les plus populaires au monde. Alors, ces 2 livres s'intitulent L'industrie du football, tome 1, FIFA, criminalité politique, et le tome 2, L'industrie du football, Macron, l'Afrique et la FIFA, aux éditions Exuvie. Alors, merci, à mon tour, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. C'est un vrai travail colossal et une véritable enquête que vous avez menée. Alors, je l'ai dit, vous êtes avant tout un journaliste sportif parce qu'on vous a connu sur des plateaux télé. Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ces 2 livres sur l'industrie du football? À quel moment vous avez eu, et surtout, plus particulièrement sur la FIFA, et à quel moment vous avez eu ce déclic que quelque chose n'allait pas bien? Bon, rapidement. Ça fait 12 ans à peu près que j'arpente, on va dire, les méandres du milieu sportif et principalement footballistique. Et rapidement, on se rend compte que c'est au carrefour de multiples intérêts, des intérêts financiers, des intérêts politiques, géopolitiques, criminels également. Il faut imaginer que c'est un sport où les plus grandes marques se battent à coups de dizaines de millions pour s'afficher sur les panneaux publicitaires ou le poitrail des maillots des joueurs. Que des États, on peut citer l'Azerbaïdjan, on peut citer le Rwanda, sans parler des pays du Golfe, investissent énormément d'argent afin de jouir de la visibilité du football. Visite Rwanda, Azerbaïdjan, Land of Fire, notamment pour inciter des politiques touristiques. On a également des pays qui se battent à coups de milliards, cette fois-ci, pour obtenir les droits d'une organisation d'une compétition. Ce qui signifie également les liens avec ce régime. On peut penser à la dernière Coupe d'Afrique des Nations, réalisée en Côte d'Ivoire, qui était censée être l'apogée du règne, on va dire, d'Alassane Ouattara, le président ivoirien. Donc, on se rend bien compte avec ça que l'enjeu dépasse 11 personnes courant derrière un ballon. Et évidemment, au centre de tout ça, vous avez la FIFA, qui est probablement aujourd'hui l'organisme non étatique le plus puissant du monde. Je vais donner 2 exemples pour que les gens comprennent la portée et que je ne comprends toujours pas qu'en France, on se dise « Oh, c'est du football » où il y a un côté presque mépris de classe en se disant, et je parle pour beaucoup de journalistes dits politiques ou d'investigation qui ne vont pas regarder ou qui vont simplement cantonner cela à potentiellement des malversations financières qui, je vous assure, est malheureusement monnaie courante dans ce milieu. Mais posez-vous 2 questions. Comment se fait-il que le président de la FIFA, M. Gianni Infantino, soit toujours invité au G20, et ça depuis le G20 qui s'était tenu en Argentine sous la présidence de Mauricio Macri ayant été élu suite notamment à un tremplin footballistique puisqu'il avait été président d'un des clubs les plus populaires d'Argentine, Boca Juniors. Petite anecdote, il s'est présenté pour un second mandat, il n'a pas été élu à la Casa Rosada et où il est aujourd'hui à la Fondation FIFA. Et le deuxième point qui est quand même assez fou et là vraiment dans l'actualité, j'ai obtenu une lettre du président de la Fédération israélienne de football, datée du 2 mai, qui écrit à Gianni Infantino, le président de la FIFA. Et dans cette lettre, il le remercie pour sa contribution aux accords d'Abraham, en parlant de full partnership. Donc, on peut réellement le traduire comme un partenaire important, on va dire ça comme ça. Donc, il faut imaginer qu'aujourd'hui, le président de la FIFA, selon le président de la Fédération israélienne, a participé pleinement aux accords d'Abraham. Je pense qu'avec ça, on peut réellement dire que ce n'est pas du football, que c'est bien plus que ça, et que intellectuellement, c'est super stimulant et qu'il est temps de dévoiler les dessous de cette industrie
qui est un peu comme une pieuvre, vous savez, c'est un peu un kraken quelque part. Alors, est-ce que justement vous parlez de Gianni Infantino, est-ce qu'on peut dire que ces enjeux politiques et géopolitiques ont débuté avec l'arrivée de Gianni Infantino à la tête de la FIFA en 96, ou ça existait déjà quand Sepp Blatter y était? Même avant avec Avalanche, ça a toujours existé. Voilà. Dans le deuxième tome, ici, je présente le tout début de la FIFA parce qu'en plus, ce qui est assez drôle, c'est qu'en fait, cette énorme politisation, elle est liée bien souvent à des méfaits et des crimes. C'est-à-dire que la haute criminalité vogue, souvent en costume cravate, avec les dirigeants du football mondial, qui ont des comportements incroyables et en fait, ils tiennent leur énorme pouvoir du fait qu'il y a un blanc-seing politique. Et pas uniquement en Asie, en Afrique, en Amérique latine, c'est partout, où en fait, les dirigeants les plus importants du monde vont presque se soumettre, vont presque se mettre à genoux pour accueillir des événements footballistiques. On peut faire le parallèle d'ailleurs également avec le Comité olympique international. C'est à peu près pareil d'ailleurs pour les Jeux olympiques. Les États sont prêts à tout pour cela. Alors ça dépasse même l'opium du peuple, ça en est même difficilement compréhensible. Infantino, lorsqu'il récupère la FIFA, alors après ce fameux FIFA Gate que j'aborde dans le premier tome, et comment le FBI a fait cette enquête, parce que c'est assez aussi, je pense qu'on est très matrixé par toutes les séries qu'on peut voir. Et pour connaître des gens de Homeland, personnellement, ce qui m'a appelé plusieurs fois, je peux vous dire qu'il y a une différence entre la fiction et la réalité. Et que c'est souvent un heureux concours de circonstances. Et FIFA Gate est un heureux concours de circonstances. Plus une aide politique avec les Clinton, on est d'accord. Donc ça, je vais pas en dire plus, les gens pourront le lire. Mais en fait, quand Infantino il arrive, il va faire évidemment une énorme opération de communication. De toute façon, la FIFA aujourd'hui est une opération d'image incroyable. Les cabinets de relations publiques et tout. Et réellement, on pourra en parler après, quasiment tout est faux. Mais est facilement probable. Sauf qu'en fait, il faut un peu de temps, il faut mettre les mains dans le cambouis. Et c'en est même assez dégueulasse. Et lui, il a rajouté une chose, il a rajouté une politisation extrême, parce que avant Sepp Blatter, maintenant c'est pour la FIFA, quand il allait rencontrer parfois un chef d'État, il allait avec son président de fédération locale. Et surtout, il rencontrait le président de la fédération locale. Infantino, ce qui l'importe, c'est de rencontrer le chef d'État. Aujourd'hui, il est ami, par exemple, avec Paul Kagame, le président rwandais. Le chef d'État qu'il a le plus visité ces dernières années, c'est Mohamed Ben Salman, le prince héritier d'Arabie Saoudite. Il a une fascination pour Donald Trump. Là, récemment, il était en Argentine voir le président local, avec évidemment le maillot et tout. Et c'est quelqu'un qui collecte les ordres nationaux du mérite. Il a celui du Congo-Brazzaville, donc de la République du Congo, de la République centrafricaine, du Nigeria, de la Russie. Il adore ça. Donc, il a rajouté cette politisation extrême, c'est-à-dire qu'il passe plus haut que le président de fédération locale, qui est plus ou moins un des hommes les plus puissants du pays, et il va directement avec le chef d'État. Alors, au-delà de ces contacts de politique, de ces affiliations politiques, est-ce qu'il a finalement un rôle dans le football aussi? Puisqu'il est président de la FIFA, est-ce qu'il agit en tant que tel dans le milieu du sport? En fait, la FIFA aujourd'hui, elle ne sert pas le football, elle sert la réélection de Gianni Infantino et ses idées. C'est-à-dire que c'est un grand laboratoire, et si le maître veut quelque chose, eh ben, on va se plier au maître. Mais tout est un énorme calcul politique. C'est-à-dire qu'à la FIFA, ils adorent les élections à un candidat. C'est ce qui s'était passé pour Sepp Blatter, du coup, qui avait été élu à un long moment, oui, qui restait président. Là, c'est différent, parce que si vous voulez, en fait, la FIFA est divisée en confédérations. Vous avez l'UEFA en Europe, vous avez la Confédération africaine de football, l'OFC en Océanie, l'AFC en Asie, la CONMEBOL en Amérique du Sud et la CONCACAF, donc Caraïbes, Amérique centrale, Amérique du Nord. Donc en fait, chaque sous-confédération régionale a son président et elle-même divisée avec plusieurs commissions, etc. Depuis l'arrivée d'Infantino, il y a clairement une consigne faisant que ces sous-confédérations, très souvent, elles se terminent avec des élections uniques, non seulement pour le président, mais également pour le board, le conseil d'administration. C'est c'est vraiment du jamais vu. Lui adore ça, puis comme on m'a dit à la FIFA, on m'a dit oui, ça évite les mauvaises surprises. Et après, ce qui est très marrant, c'est qu'ils vont claironner ici et là, oui, nous, la démocratie, we are the world. Il n'y a pas plus pervers, retors que cette organisation ultra puissante, internationale, transinternationale. Je vais juste vous citer un exemple qui, moi, m'a toujours fasciné et choqué. Infantino veut bien se faire voir, mais c'est pas quelqu'un qui, politiquement, a une idéologie. Outre l'opportunisme. C'est-à-dire, c'est pas quelqu'un qui va croire vraiment des idéaux. C'est quelqu'un qui a même
qui est même profondément, alors je sais pas si c'est de la naïveté, politiquement, mais qui est pas très fin politiquement. Et il est peut-être bardé de diplômes de droit, de ce que vous voulez. Enfin, je pense qu'au bout d'un moment, quand vous essayez de concilier, en disant je vais aller voir Paul Kagame au Rwanda, puis après je vais aller voir Félix Tshisekedi en République démocratique du Congo, et penser que je vais pouvoir négocier potentiellement la paix à l'est de la RDC, faut soit être naïf, soit être un mégalomane. Ou les deux. Donc, il est à ce niveau-là, il a pas vraiment, il aime les hommes autoritaires, qui ont un pouvoir très fort. Il est fasciné par le modèle singapourien, déteste la Suisse, alors qu'il est suisse, et l'Europe en général, parce qu'il estime qu'il n'est pas traité avec les honneurs qu'il mérite. C'est-à-dire qu'il adore l'Afrique parce qu'on lui met le tapis rouge, des médailles. Et il a dit, à Bangui, République, donc capitale de la République centrafricaine, il avait été reçu 2 mois ou 3 mois après la réélection du président centrafricain Faustin Archange Touadéra. Et à l'époque, en Centrafrique, c'est très tendu. Il y a quand même une tentative de putsch avortée sur Bangui. Enfin, et donc il est reçu dans un des pays les plus pauvres du monde, qui va faire des panneaux à sa gloire, donc 4 mètres sur 3, qui va poser un siège avec des dorures, où il s'assoit tranquillement avec le président de la fédération locale. Et ensuite, il va être reçu par le président de la République. Et il y aura une cérémonie spéciale à la primature, donc avec le Premier ministre, qui va lui remettre l'ordre national du mérite, avec sous le coup des clairons et des trompettes. Alors ça c'est marrant parce que si vous revoyez les images, vous voyez d'un côté la milice Wagner pour protéger donc l'État centrafricain, de l'autre côté lui il arrive avec la FIFA mais avec aussi un peu la France derrière. Enfin, c'est assez génial en termes d'échiquier géopolitique. Et devant les médias locaux, il va avoir une déclaration et en fait vous comprenez tout. Il dit bon aujourd'hui Bangui c'est la capitale du monde, hein, parce que tout le monde sait que le football c'est la chose la plus importante au monde. Donc sous-entendu, le foot est la chose la plus importante du monde, le roi du monde est en visite, donc aujourd'hui, Bangui est la capitale du monde. Et ça, je pense que je vous ai bien résumé le personnage. Alors on va revenir sur les différentes confédérations qui existent au sein de la FIFA, et notamment dans le premier tome, vous abordez la CONCAF, la confédération regroupant les nations d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale et des Caraïbes. Pour quelles raisons? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Vous vous êtes intéressé à ce qui se passait au-dessous, en fait. En mode partout. J'ai fait des enquêtes sur, que ce soit en Afghanistan, en Mongolie, oui, Laos. Oui, c'est vrai. Et la Caraïbe, c'est un endroit clé. Parce qu'il y a plein, en fait, de petits États membres de la FIFA. Anguilla, Montserrat, Saint-Christophe-à-Lénévis, je crois qu'on le dit comme ça en français. Vous en avez plein. Et en fait, ce sont des votes. Un pays égale un vote. Donc, ce qui fait que le vote d'Haïti sera toujours aussi important que celui de la France pour la FIFA. Donc, c'est comme l'Afrique, faut choyer ces gens-là. Parce qu'il y a une vingtaine de pays quasiment de la Caraïbe. Il y a Aruba, il y en a plein. Les Bahamas. Comment ça s'appelle? Turks et Caïcos. Enfin voilà, vous voyez toutes ces îles, les îles Vierges britanniques. Tout. Donc en fait, si vous voulez, le FIFA Gate qui avait fait grande polémique à l'époque avec le FBI, les arrestations et tout, et ben en fait, ça part de là-bas déjà. Ça part en fait de l'Union carabienne de football qui est, on va dire, la sous-confédération en dessous de la CONCACAF, parce que vous avez même les ensembles régionaux. Il y a toujours moyen de faire un petit billet avec la FIFA quand même, hein, et de diriger des commissions qui ne servent pas à grand-chose. Donc en fait, si vous voulez, c'est parti de là-bas. Donc déjà, c'est intéressant. Et puis surtout, on a tendance, nous, en Occident, à beaucoup parler de la corruption dans le football africain, en oubliant par exemple l'Asie ou la Caraïbe. Oui. La Caraïbe et l'Amérique centrale, c'est prodigieux. Et il y a plusieurs choses. Déjà, à l'époque, l'un des hommes les plus puissants de la Caraïbe est un dirigeant de football, qui est le Trinidadien Jack Warner, donc qui est Trinité et Tobago, qui était vice-président de la FIFA. Et je sais même pas comment expliquer tout ce qu'il a pu faire, en fait. C'est le roi des Caraïbes. Mais l'empire financier qu'il a pu drainer et politique à travers la FIFA et la CONCACAF, on est au-delà d'un pacte de corruption. Et tous les propos, parce que souvent on a tendance à oublier, ont été décrits par l'ancienne procureure générale des États-Unis, Madame Loretta Lynch, qui avait été nommée par Barack Obama, qui avait parlé de décennies, je rappelle, de corruption, de raquettes, enfin, avec des mots quand même très durs. Et je rappelle que la FIFA avait été jugée aux États-Unis sous le principe des systèmes mafieux. J'ai perdu le nom. C'est pas le NATO, j'ai perdu le nom. Vous voyez, j'en perds la mémoire. Donc dans le RICO, voilà. Dans tous ces cas-là. Donc ça avait été jugé là-dessus.
Et je trouvais que c'était important de le remettre. Et en fait, si ça peut aller au bout, c'est principalement lié à cette zone, en fait, la fameuse CONCACAF. Après, la petite anecdote, évidemment, c'est que cette madame Loretta Lynch qui nous disait il y a quelques années que c'était l'empire criminel sans précédent, aujourd'hui, elle donne des conférences pour la FIFA, bien évidemment rémunérées. Ce qui paraît que ça a changé. Alors ça a tellement changé que on a autant de criminels, voire plus, et qu'on a aujourd'hui un ensemble pédophile et de prédateurs en général, et prédatrices. Je pense sans commune mesure pour une raison simple, c'est qu'aujourd'hui on fait la promotion du football féminin, qui est un abattoir à ciel ouvert, notamment, par exemple dans cette zone, mais ailleurs. Alors, ce que vous êtes en train de nous décrire, c'est quand même assez grave. Donc, Oui, oui, ça l'est. Oui. Je sais pas comment c'est légal, hein. Le foot l'est, mais l'industrie, je sais pas comment elle est légale. Elle n'a rien de différent du trafic d'êtres humains, du trafic de drogue. Elle reprend les mêmes codes du trafic d'armes et on retrouve même des fois un peu les mêmes intermédiaires. Je sais pas comment ça peut être légal. Et le pire, c'est non seulement c'est légal, mais on leur déroule le tapis rouge à ces gens. On leur déroule le tapis rouge. On va tout faire pour les aider. C'est incroyable. C'est ce qui vous vaut aussi sans doute d'être menacé et d'avoir fui aussi la France. Mais j'ai pas fui. Parce qu'il y a l'équipe qui raconte n'importe quoi. Enfin, un journaliste de l'équipe, parce que je vais pas généraliser, mais moi, ça fait 9 ans que je suis parti, ça fait 10 ans. J'habite en Angleterre, en Écosse et maintenant en Espagne, ça a été des choix de vie. Je me reconnais pas en France. C'est mon goût, c'est mon droit. Je viens du Nord-Isère, une mentalité de ça me plaisait pas. Je suis parti. Je préfère vivre au soleil, je fais mon basket, j'embête personne. J'écris toujours en français, par contre, ça c'est quelque chose qui me plaît, parce que j'aime beaucoup la langue. Mais le pays, j'étais pas à l'aise. Donc, je suis parti. Et vous ne Mais j'ai recevez pas. pas de menaces? Ah si, évidemment. Mais je reçois plus du milieu journalistique. Petite, quand même, j'ai quand même, je crois que je suis le seul aujourd'hui. Je suis primé à l'international. J'ai écrit pour tous les plus grands médias du monde, quand même. Il y a plus de 25 mecs et femmes bannis ou en prison suite à mes enquêtes. Mais en France, on me présente comme un complotiste. Et blacklisté complètement. Je crois que je suis le premier mec dans le sport à avoir ça, ce qui est quand même, alors, je sais pas s'il faut rire ou pas. Et ces mêmes mecs en privé viennent m'écrire pour me dire, oh, moi, j'adore ce que tu fais. Donc, après, c'est des menaces judiciaires, hein, des procès en veux-tu, en voilà, sinon je suis tout seul. Là, j'en ai un autre qui arrive, notamment pour des faits liés à la pédophilie. On me réclame, je crois, 87 000 euros. Hein. Je crois qu'ils ont beaucoup souffert, ces gens-là, hein, visiblement. J'en ai un autre, bientôt, c'est 100 000 euros qu'on réclame. Il y avait le propriétaire de Bordeaux qui en réclamait 60 ou 80, j'ai gagné. Un cadre de la Fédération française de football, là, qui va en appel, mais j'ai évidemment relaxé de tout en première instance. Lui, il réclame encore plus de 20 000 euros. Enfin, voilà, c'est ça, c'est du hacking, c'est des campagnes de diffamation, c'est aussi, à un moment donné, il y a un acharnement judiciaire parce que je veux bien tout entendre sur moi et que je peux être folklorique, tout ce que vous voulez, sans, des fois, ce que j'entends, ce que dit un certain service d'ailleurs du ministère de l'Intérieur, qui est quand même très problématique à mes yeux, vu sa compromission avec certaines personnes du milieu footballistique. Donc voilà, c'est comme ça. Ça n'empêche pas qu'il y ait des gens très bien de partout et que bon, c'est pas pour ça qu'on va se victimiser. Par contre, ce qui est assez choquant, c'est de voir à quel point dans mon pays je me fais cracher à la gueule. Voilà. Pas par les gens, mais par certains journalistes qui après vont te donner des leçons. Je vous donne un exemple tout bête. Vous faites des entretiens, vous faites un portrait de quelqu'un. Comment vous pouvez faire un portrait de quelqu'un sans interroger les gens qui ont travaillé avec lui? Ou alors vous les interrogez et vous mettez une ligne. Comment vous pouvez faire le portrait de quelqu'un en disant, genre, je me serais exilé. Je suis parti de moi-même. Après ma voiture, ma C1. Bon. Donc, quand vous arrivez à ce degré de mensonge-là, faut toujours se demander pourquoi. Je trouve que c'est même un peu triste, quoi. Je peux pas d'un côté écrire pour tous les plus grands médias internationaux et en France, je vous le dis, vous êtes le premier média et vous n'êtes pas du tout un média sportif en plus à parler de l'industrie du foot volume 2. Où dedans, il y a quand même, en termes de scandale qui impacte même la France, quand même un truc énorme. C'est joli, je vous dis.
On pourrait lancer le débat d'ailleurs sur le journalisme en France. Ce serait très intéressant, Romain. Mais il y a des gens très bien. Oui. Il y a des gens très très bien. Il y a des mecs qui font un boulot formidable. Et de partout. Mais qui des sont mecs moins comme visibles. Rémi Dupré du journal Le Monde, en termes de journalisme sportif, c'est l'un des mecs qui sort le plus de choses. Il travaille très très bien. Alban Trac à l'équipe, Antoine Bourlon à l'équipe, il y en a plein. Alexis Danjon aussi à l'équipe, qui est un mec très bien dans la cellule enquête. Il y en a plein, je peux en trouver. Pour ça que moi, je vais jamais généraliser. Parce que je trouve que c'est dangereux. Mais, c'est vrai que si on regarde globalement, il y a d'autres histoires. On va demander à l'équipe pourquoi ils n'ont pas continué la série sur la Fédération française de tennis, par exemple, pour leurs enquêtes. Ils ont publié que la première partie, ils vont en avoir d'autres. Puis vous allez voir les connexions politiques et puis vous allez rigoler, quoi. Alors, on va revenir sur votre enquête sur l'industrie du football et notamment les relations entre la FIFA et l'Afrique. Quels sont les enjeux du continent africain dans l'industrie du football et comment la FIFA les exploite-t-elle voilà. C'est moteur parce que 54 pays, 54 votes. Je crois qu'il y a 210 membres FIFA. Donc, il en faut 106 pour être élu. Donc, vous pouvez avoir la moitié des votes nécessaires à votre réélection en Afrique. C'est pour ça que, de tout temps, l'Afrique a été choyée. Non pas parce que c'est un continent que certains vont dire en voie de développement, que sais-je encore, parce que ça, ils adorent parler de ça. Oui, c'est en voie de développement. C'est avant tout une question de vote. Mais, il y a deux autres points. Le premier, c'est que c'est le moteur de l'industrie footballistique en termes de joueurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez aller dans le monde entier, vous trouverez des joueurs africains. Pourquoi les joueurs africains est autant désirés ici et là? Certains pourraient imaginer que c'est pour le niveau sportif. Ça ne marche pas comme ça. Le niveau sportif n'est pas la priorité dans le monde du foot. Ce qui compte, c'est l'argent. Tu vas récupérer un joueur africain parce que tu vas le payer moins qu'ailleurs. Et deuxièmement, tu vas essayer de prendre un mec le plus physique possible, quitte à dénigrer certains qui ont un profil plus technique, parce que tu te dis, je vais pouvoir le revendre ailleurs et me faire de l'argent. Troisièmement, tu as des filières d'exploitation, pour ne pas dire de trafic. Quatrième point, tu as un enjeu de puissance au niveau des États africains, qui aujourd'hui utilisent de leur diplomatie, on peut le voir à travers cette guerre froide entre le Maroc et l'Algérie dans les coulisses footballistiques. Non, j'ai parlé du Rwanda, je parlais de plein d'autres États, de l'Égypte, tant d'autres. Donc il y a aussi cet intérêt pour les chefs d'État. Et d'être bien avec la FIFA, potentiellement pour obtenir des compétitions. On l'a vu récemment avec la Côte d'Ivoire, ce sacre à domicile, où Alassane Ouattara, évidemment, a pour le coup consenti un mandat d'effort financier. Le FMI avait consenti un énorme prêt à la Côte d'Ivoire, mais qui a quand même, contrairement à d'autres pays, refait pas mal de structures nécessaires au quotidien des Ivoiriens, que ce soit route, hôpitaux, etc. Et ça, au final, ça a été corrélé avec l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, c'est un enjeu de puissance, un enjeu financier, de vote, donc politique. Et troisièmement, il y a un côté personnel et un côté d'image. C'est-à-dire que, et c'est insupportable dans cette idéologie, c'est que il y en a beaucoup qui adorent parler de l'Afrique, ça se fait bien, vous savez, ça montre que vous êtes tolérants quand même, hein. Ils sont noirs, hein. Ils sont pauvres, hein. Mais nous, la FIFA, nous, on donne de l'argent à ces gens-là. En fait, je prends ce ton volontairement cynique et ironique parce qu'il pense vraiment comme ça. Infantino est vraiment comme ça. C'est-à-dire que pour lui, il est intouchable parce qu'il a donné de l'argent à des pays pauvres, vous voyez, vous comprenez? Pour se regarder si l'argent est détourné ou pas. Donc, c'est inique. En fait, on essaye de se faire bien voir sur de la misère. Parce plus le pays est pauvre, plus ils adorent. Moi, ça me gêne. Profondément. Et donc, c'est pour ça qu'ils sont dans l'idée de l'émancipation également de la femme noire. Toujours dans cette idéologie-là. Pour vous situer l'idéologie de ces messieurs-dames, à la FIFA, un jour, on a donné un poste clé à une dame. Donc, femme, quota. Lesbienne, quota. Handicapée, quota. Joyce Cook, elle s'appelle. Je la connais personnellement. J'ai rarement vu quelqu'un d'aussi mauvais humainement. Menteuse. Elle parle aux gens comme de la merde, du piece of shit, etc. Mais vous comprenez? Femme, lesbienne, handicapée. Donc pour eux, on va la mettre dans un truc lié à l'humain. Comprenez? Parce qu'une femme lesbienne handicapée, elle est forcément bien humainement. On s'en fout. Et sur l'orientation sexuelle, le sexe, l'origine,
où la religion aurait à voir avec les compétences. Maintenant, pour eux, non, c'est ça. Ils ont mis qui en secrétaire général de la FIFA à l'époque? Une ancienne de l'ONU, Fatma Samoura. Femme, noire, musulmane. Quota, quota, quota. Bon, elle prenait 1 million par an, donc ça va. Quand on lui disait de pas trop parler, elle parlait pas trop. Mais en fait, c'est le quota jusqu'au moment où on se tait. C'est-à-dire que tu es une femme, mais elle Alors, est africaine. oui, Pour le coup. alors, Donc, ouais. je terminerai juste là-dessus. C'est pour montrer aux gens, en fait, idéologiquement, comment ces gens pensent. Et l'Afrique, elle est clé pour eux parce que c'est un vecteur de leur image, en plus de tout le reste. J'ai une question par rapport à ces deux femmes que vous avez citées, bon, qui entrent certainement dans ce qu'ils appellent la politique de discrimination positive. Comment elles ont été choisies au-delà de de leur identité, de leur minorité? Est-ce que déjà elles faisaient partie de ce milieu-là? Elles n'ont pas été tirées au Pas du hasard, non? tout. Non, elles ont. Pas du tout. D'accord. Parce que Gianni Infantino adore prendre des gens qui n'aiment pas du foot et de la politique. Donc Fatma Samoura était à l'ONU. Joyce Cook, je ne sais pas, mais alors Ah, mais elle était à l'ONU tout de même, d'accord. Fatma Samoura, ouais. Oui. Mhm. Secrétaire général. Elle a des compétences quand même, mais Mhm. elle a mis les copines et les copains hein, partout. Mhm. Après, il y a des femmes très compétentes à la FIFA, attention. Hein. Mais bon, quand on est trop compétent, on est dégagé. Ou alors, quand on parle, pas trop parler. Hein. Mhm. Faut écouter ce qu'on dit. Faut écouter les ordres, faut suivre les ordres. Mais vous prenez par exemple en Sierra Leone une dame qui s'appelle Isha Johansen, qui est immonde, je vais pas dire autre chose, qui est amie avec tout le monde. Ah ben on va la promouvoir, vous comprenez. Et en plus, ce qui me fait rire, c'est que les femmes promues en question, c'est pas les femmes du peuple, hein. C'est la très 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 haute bourgeoisie Mhm. des pays en question, souvent qui sont montées pour des choses, enfin je veux dire, ça ne me viendrait pas à l'idée d'écrire à ma belle-fille en disant que je suis une parce que je baise son père. Je ne reviendrai pas trop à l'esprit ce genre de choses. Bah, à la FIFA, vous avez ça. Ce genre de femmes-là qui arrivent pour donner une conférence littéralement, mais sous l'emprise de l'alcool à un niveau incroyable, mais on dit rien. Qui laissent des notes de frais pas possibles dans des bouteilles de champagne, je crois que c'est du Dom Pérignon. Mais bon, c'est une femme. Ça va. Moi, ce que je comprends pas en disant ça, c'est que pourquoi à chaque fois on juge le sexe de la personne, on s'en fout. Parce que moi, je m'en fous. Et je vous le dis, dans le milieu sportif, les gens qui ont 12 ans d'expérience, les gens qui ont le plus de courage, ce sont des femmes. Dans un milieu qui est ultra masculin. Moi, je peux le dire, il y a des femmes, si on leur laisse le pouvoir, je peux vous dire que ça a changé. Parce que je trouve l'homme beaucoup plus couard dans le milieu sportif, globalement. Et vraiment, je le ressens. Mais les femmes qui sont souvent choisies, et pas que à la FIFA, on pourrait parler à la Fédération française de foot aussi, au ministère des Sports français, hein, posez-vous la question d'où elles viennent. Vous remarquerez qu'à chaque fois, c'est un niveau social très très haut, quasiment tous les mêmes profils. Donc je pense qu'ils choisissent des gens qui leur ressemblent. Mais Joyce Cook, non, Joyce Cook, je me mentir à la gueule sur des histoires d'abus sur mineurs. Ouais. Alors pour rester sur le continent africain et sur le sujet des femmes, j'aimerais qu'on aborde la promotion du football féminin qui est fait en Afrique. Ouais, et qu'est-ce que ça en dit, voilà? Quels enjeux ça cache en fait derrière? À la base, rien que sur le papier, c'est très bien. Sur le papier, c'est très bien. C'est-à-dire l'accès au sport qui est quand même. Je vais même pas parler du sport d'élite, je vais parler simplement de sport en termes de santé, que ce soit mentale et physique. C'est super. Mm-hmm. Si une fille ou un garçon est passionné par tel sport, s'il a les moyens de pouvoir le pratiquer, bah, c'est évidemment mieux pour son développement, pour plein de choses. Donc ça, c'est très bien. Le problème, c'est qu'en fait, on l'a politisé. On promotionne le football féminin. Aujourd'hui, vous avez même des régimes qui font ça, comme l'Arabie Saoudite, pour dire, regardez, on a donné aux femmes le droit de conduire et de jouer au foot. C'est ironique, mais c'est quand même un peu le cas. Et en fait, c'est pour se donner bonne image et bonne conscience, encore une fois. Ouais, on est tolérant, vous voyez. C'est l'émancipation de la femme. Puis on va toujours mettre les mots. Hein. Contre les violences de genre. Enfin, ils vont sortir le catalogue des relations publiques. Je vais vous donner un exemple tout bête, parce que, à un moment donné, le football, sport magnifique, mais malheureusement rempli d'enfants. Et de femmes, aujourd'hui. Le problème, c'est là où vous avez des enfants, vous avez des prédateurs. Et des prédatrices. Il n'y a aucun garde-fou. Ah si, on fait de la communication. Oui, nous on protège. Je peux en parler librement parce que toutes les affaires de pédocriminalité que j'ai sorties dans le milieu du foot et d'abus en général, j'ai dû, entre guillemets, collaborer avec ces instances internationales sportives.
je sais même pas quoi dire tellement c'est affligeant, en fait. Mm. En Afrique, il y a déjà, en termes de liberté de la presse, c'est compliqué. Certains scandales pour que ça sorte. Et si ça reste uniquement au niveau local, comme c'était le cas au Zimbabwe vis-à-vis de l'arbitrage, là, c'était sur les adultes, la FIFA, elle s'en fout. La seule manière pour que ça bouge, c'est que ça explose au niveau international. Pour ça que je fais beaucoup de choses avec le Guardian. Donc, on a fait notamment le Gabon, les garçons. Et je fais plein d'autres affaires. Mais là, j'en ai une que j'explique dans mon dernier ouvrage, qui vous montre absolument toute l'hypocrisie et à quel point c'est même vomitif et grave, en fait. Et c'est pour ça que j'en veux un peu à certains médias, parce que là, pour moi, c'est un sujet qui est éminemment plus grave que tout le reste. La FIFA est partenaire depuis maintenant 3 ans de l'État français à travers la délocalisation d'une partie de ses activités dans le bureau à Paris, hôtel de la Marine. Ce bureau-là est corrélé en réalité à l'Agence française du développement pour l'influence de la France en Afrique. Ça, c'était un peu l'idée de base. Bon, déjà, on va passer le fait qu'on pense que la FIFA va aider la France en Afrique. Enfin, bon, je vais même pas faire de commentaires sur la politique étrangère française parce qu'après, je pense qu'on va en passer pour des heures et des heures. Mais pour faire très simple, la FIFA lance un projet qu'ils appellent Championne. C'est un projet, voilà, d'émancipation de la femme, contre les violences de genre. Enfin bon, vous mettez tout le catalogue de communication idéal. Derrière un grand coup de communiqué, de photos, de We Are the World. 3 pays sont choisis. Le Bénin, le Togo et la Guinée. Et l'idée, donc, c'est de créer des centres avec, pour favoriser le milieu rural, scolaire, enfin. Et il y a un énorme projet en Guinée, au centre de Nongo, excusez-moi, qui appartient donc à la fédération. Une des pires fédérations du continent, qui a été minée depuis une décennie par une bataille entre les gars guinéens pour le pouvoir, avec corruption, détournement et autres. Donc déjà, je suis pas persuadé que si on lance un projet pilote, il y en a 3, on le fasse en donnant autant d'argent à une fédération aussi pourrie, de l'intérieur. Mais bon, c'est pas grave. En avril 2021, je crois, vous avez une conférence de presse à Conakry, la capitale de la Guinée, en compagnie de l'ambassadeur français en Guinée, de l'Agence française du développement, de la FIFA et d'une ONG qui s'appelle Plan International. Devant le ministre des Sports guinéen et ministre de l'Éducation, on parle de ce centre, modèle en Afrique, pour l'émancipation de la femme, contre les violences de genre, patati, patata. Bon. Donc tout le monde se fait de la pub. La France, la FIFA, cette ONG. Vous avez même l'UNICEF qui rejoint le projet. Alors là, vous vous dites, c'est magnifique. Mais en réalité, dans ce centre, les gamines, elles étaient violées. Il y en a une. Elle a dû fuir la capitale après avoir été abusée, puisque le dirigeant en question de la fédération guinéenne voulait la faire avorter. Vous comprenez, il était marié, il avait une certaine image à retenir. Il a acheté la petite à sa famille. Parce que les filles choisies, évidemment, viennent de milieux très défavorisés souvent. Et on les déscolarise, en tant qu'à faire. C'est plus facile pour leur laver le cerveau. Donc la famille l'a littéralement vendu. Et cette fille en question ne voulait pas avorter pour ses croyances. Donc elle a fui la capitale. Elle a fui le pays. Elle a été retrouvée 1 an plus tard dans un camp de réfugiés au Libéria. Ça, c'est le destin de cette fille. Et moi, en fait, j'étais dessus depuis un moment, donc c'est une des enquêtes de oui, Slip. Oui, vous le racontez, ouais, vous racontez cette histoire. Et ce qui est vraiment abominable, c'est qu'en fait, si vous voulez jouer à cette époque, voilà. En gros, faut jouer les amendes de certains coachs et tout, dont certaines sont mineures et d'autres majeures. Et ça a été normalisé. Et en fait, l'AFD, la FIFA et tous ces gens-là ont tout caché. Parce qu'en février 2023, le centre, il ferme Manu Militari, dans le plus grand des silences. La fédération fait un tout petit communiqué. Précise pas. Parce qu'en fait, non seulement il n'y avait pas de scolarité, l'argent avait été détourné, c'était insalubre. Ce centre, promu quand même par, donc l'AFD, c'est quand même une branche de l'État français, par la FIFA, qui est un des organismes non étatiques les plus puissants du monde, l'UNICEF, Plan International, ils sont tous là. Donc je sors l'affaire, dans ce livre. Et là, vous allez voir à quel point c'est à vomir. Parce que là, on parle quand même d'une chose qui est quand même assez grave. On parle de pédocriminalité dans un centre dit modèle. Donc c'est un échec absolu pour tout le monde. Il y a des comptes à rendre au bout d'un moment, je veux dire. Et puis bon, je me dis, je vais le sortir dans un autre média pour que voilà, ça fasse pareil, vu que je suis blacklisté. Boule de neige. Donc je fais sur Sport News Africa, j'avais déjà fait les abus en RDC avec eux. Et là, parce que j'avais pas de réponse de l'AFD. Et l'AFD enfin me répond. Et admet qu'ils ont reçu des alertes d'allégations d'abus sexuels et comportements inappropriés, et que donc ils mènent leur enquête, mais qu'ils ont alerté les autorités guinéennes, mais qui ne peuvent pas faire plus de commentaires. Donc là, je me dis, on a l'AFD qui l'admet. Parce qu'en effet, ils ont reçu ces alertes. Donc je publie ça.
Alors en Guinée, de neige. J'ai fait les grandes gueules en Guinée, télé, radio, ce que vous voulez. Je publie le V2 parce que, en fait, ils suspendent le premier coach que j'avais cité, qui était le coach de moins de 20 ans, pour la remplacer par une femme qui est pareille, qui est une énorme prédatrice. Donc, ça fait gros scandale en Guinée. Il y a déjà 2 coachs suspendus, tout. Il n'y a pas eu un mot en France. Pas un. Pas un. Pas un. Comment voulez-vous que la FIFA et tous ces gens-là très puissants changent? Sachant que tout est une bataille d'image. Je suis le seul con qu'un avis qui choisit. Alors bravo aux médias guinéens qui eux font le travail, mais la France est directement liée à ce scandale. C'est-à-dire que l'argent du contribuable français sert à financer ce centre des horreurs, qui est promotionné comme l'inverse. Il n'y a pas un mot. Et ça, à vomir. Ouais. Parce que je pense que c'est un autre qui le sort, parce que je pense qu'il y a un côté d'égo. Bah, c'est moi. Et ça, franchement, je trouve que c'est dégueulasse. Mais on va continuer à se battre. L'AFD, samedi dernier, était d'ailleurs en Guinée, très discrètement pour mener leur enquête, parce que là, ils sont tous un peu apeurés, parce qu'il y a pas que 2 prédateurs, il y en a bien plus. Hein. Et on va continuer. Je vais devoir refaire péter ça au niveau international. Mais c'est toujours, vous voyez, les efforts à réaliser. Mais vous imaginez même pas les barrières qu'il y a pour quelque chose qui devrait tous nous rassembler, qui est la protection de l'enfance, et surtout comment des institutions internationales comme la FIFA ou l'AFD se servent en fait d'une certaine misère pour se donner bonne conscience. Et peut-être aussi, Romain Molina, ce que je voulais vous dire, c'est que vous avez peut-être mis le doigt en fait sur quelque chose d'encore plus grand, parce que finalement la Guinée, cet exemple n'est qu'un exemple, c'est peut-être quelque chose qui se passe aussi dans d'autres pays, et peut-être même en France. De toute manière, on a entendu plusieurs cas de pédophilie. Voilà. Pour le coup, je suis assez fier parce que je me suis battu pendant des années sur les abus cachés par la Fédération française de football. Et au final, il y a eu cette commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur les défaillances des fédérations sportives, les possibles en tout cas, dysfonctionnement, excusez-moi. Et c'est ce qui est ressorti en priorité. Et quand on lit le rapport, c'est vrai qu'ils sont aussi basés sur certains de mes travaux. J'avais été interrogé, mais même dans le rapport écrit, qui datait des années. Là, récemment, vous avez un membre de la Fédération française de football, un arbitre, Monsieur Galetti, qui a été interdit d'exercer pendant 20 ans par le service jeunesse et sport de l'Essonne, je crois. Ils ont fait le travail, je leur dis bravo. Et je me battais aussi déjà seul comme un dératé à ce niveau-là. Donc oui, c'est un phénomène qui est mondial, hein, c'est pas qu'africain. La seule différence, c'est qu'en Afrique, en Asie, dans certains pays de la Caraïbe, faut rajouter la pression financière et sociale plus forte. Donc dans l'idée de chantage. Mais c'est mondial. Vous avez des problèmes aux États-Unis, en Islande, de partout. Et en France, énormément. Sauf que là, on touche vraiment un énorme scandale. Mais personne ne bouge. Alors on va évoquer, on va rester en France et puis on va évoquer votre deuxième livre et on va parler d'Emmanuel Macron, du président français. Quelle est son implication dans l'industrie du football? Est-ce qu'il joue véritablement un rôle? Est-ce qu'il a des intérêts aussi? Bon, déjà, il est fan de football et de l'Olympique de Marseille, comme Monsieur Sarkozy l'était du Paris Saint-Germain. On remarque souvent, quand un chef d'État aime le foot, il y a plus de passe-droit. Mais il s'est impliqué personnellement, puisqu'il l'a dit, pour la prolongation donc du joueur Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain il y a 2 ans, club détenu quand même par un pays étranger. Bon, bref, je n'ai pas fait plus loin. J'ai sorti il y a quelques mois qui s'implique personnellement pour le futur contrat des droits TV du football français, là. Encore avec le Qatar d'ailleurs. Il s'était impliqué personnellement, c'était du moins, c'est ce qui est sorti dans la presse, lié du moins à son entourage, pour essayer de sauver le club de Sochaux, club historique du football français qui était sur le point de déposer le bilan, encore une fois suite à des carabistouilles financières et le fait qu'il n'y a absolument aucun garde-fou lié à l'industrie footballistique, parce que les 10 garde-fous, je sais pas, quand vous avez un trou de 15 ou 20 millions et que les garde-fous ils le voient pas, la direction nationale de contrôle, c'est que soit ils sont incompétents, soit il y a quelqu'un qui a mangé, je sais pas. Normalement, on est viré. On est changé. Quand on n'arrive pas à avoir un trou de 15 à 20 millions un an avant, et que le club il va couler, ah mais c'est pas grave, l'actionnaire il va remettre. Ah oui, donc en gros, l'actionnaire chinois c'est un pigeon, c'est ça, vous le prenez pour un débile. C'est-à-dire vous attendez à ce que chaque année il remette 20 millions. Parce que les autres font n'importe quoi. C'est ça quand même l'industrie du foot en France, hein. C'est magnifique. Hein. N'importe quel autre secteur d'activité serait sanctionné, mais nous non, ça va, on continue.
Et pour Emmanuel Macron, donc il y a ça, il y a évidemment tout le storytelling et la manière dont c'est mis en scène vis-à-vis de l'équipe de France de football, mais vous pouvez aussi parler de rugby. Et puis il y a son influence afin d'avoir obtenu la délocalisation d'une partie des activités de la FIFA à Paris dans ce bureau. Mais il faut surtout parler de son conseiller sport, Cyril Morin, qui est là depuis le début, qui est très 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 influent à ce niveau-là. Et on retrouve ça également aux Jeux Olympiques, sachant qu'Emmanuel Macron est très 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 bon copain avec le patron du Comité Olympique International, Thomas Bach. Aujourd'hui, avec Gianni Infantino, les relations sont très fraîches, j'explique dans le livre. Et la FIFA va partir de Paris, où ils vont peut-être laisser juste un bureau de représentation à 2 ou 3 membres, puisque les promesses faites par le chef d'État français n'ont pas pu se réaliser. Et honnêtement, je parle pas de politique parce que c'est pas mon domaine, mais j'espère quand même que pour la France, ils gèrent un peu mieux le pays que ce plan digne des pieds nickelés qu'ils ont essayé de faire pour attirer la FIFA à Paris avec un statut fiscal privilégié et autres. Ils ont bricolé quelque chose qui ne pouvait pas passer. Ils ont fait n'importe quoi. Donc j'espère quand même que pour le pays, c'est mieux géré dans les autres secteurs. Quelles étaient justement ces promesses faites Ils ont tout promis. Tout. Ce qui est ironique, en fait, c'est que l'idée de la délocalisation, elle se passe en pleine crise des Gilets jaunes. Donc Infantino est reçu à l'Élysée, avec le président de la Fédération française de foot de l'époque, M. Le Gret. Et donc, ça fait suite à la victoire française en Coupe du Monde. Et il y a cette idée. Parce que d'un côté, pour la FIFA, Infantino, il déteste la Suisse. Il comprend pas les procédures judiciaires ouvertes contre lui, suite aux publications des Football Leaks. On en revient aux médias, hein. C'est suite à des publications médiatiques que ça s'active. Donc, il veut délocaliser un peu. Et pour Emmanuel Macron, c'est parfait. Et l'un des personnages, clés de cette affaire, c'est Cyril Morin, son conseiller, qui lui était prêt, visiblement, à faire davantage encore en termes d'efforts fiscaux et tout. Donc, ils ont tout promis. Le problème, c'est qu'en fait, ça n'a pas pu passer. Mais ce qui est fou, c'est qu'ils ont pensé à ça en pleine crise des Gilets jaunes. Je trouve ça très ironique, quand même. De se dire, oh, tiens, si on faisait un espèce de paradis fiscal spécialement pour la FIFA, c'est génial. Et je peux mieux voir rien. Bon, c'est un peu, on va dire, bien sûr qu'on est critique vis-à-vis de la politique que mène Emmanuel Macron, mais c'est ce qu'on peut dire. Ce sont des gens qui sont complètement déconnectés en fait de la réalité. Et là, on le voit encore plus avec l'arrivée des JO. Hein. Alors vous êtes pas ici, mais nous on le voit en région parisienne. Non, mais oui, mais c'est pas que lui. Il y a la mairesse de Paris, vous avez Madame Pécresse à l'Île-de-France, et vous avez tous les gens autour. Moi, je veux dire, la région Île-de-France, elle finance par exemple une fédération française sportive qui s'appelle la FFKMDA, Fédération française de kickboxing, Muay Thai et discipline associée, qui est gérée par des gens. Alors, je passe le fait que on essaye d'envoyer des équipes pour tabasser les gens, je passe les passages à tabac, les détournements, la prostitution, la compromission avec certaines personnes des forces de l'ordre, et sont financés à fond. On couvre le harcèlement, les abus, enfin, c'est génial. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Continuons. On a des gens fichus au grand banditisme, ça pose pas de problème. Ok. Donc ça dépasse les JO, c'est de partout, c'est généralisé. Mais pour les Jeux Olympiques, alors là, en plus, la France va obtenir les Jeux Olympiques de 2030 d'hiver, ça va être annoncé en juillet. C'est très ironique. Parce que la France, aujourd'hui, est quasiment la seule à accepter ce que veut le Comité Olympique International. Et je vais répéter une phrase qui a été écrite par Jens Weinreich. Jens Weinreich, c'est le journaliste allemand, potentiellement, mondialement, c'est celui qui est connu comme le plus grand expert de l'olympisme et de toutes les dérives. Et je le connais très bien. Et il a écrit que pour les Jeux Olympiques d'hiver, les gens au CIO, Comité Olympique International, trouvaient que la Suède était trop une démocratie. Donc si la Suède est trop une démocratie, la France est quoi? J'aimerais qu'on parle de la Coupe du Monde 98 que vous citez, la Coupe du Monde de football, hein, 1998. Oui. Vous en parlez dans vos 2 livres. Alors tout le monde se rappelle ou pas, hein, parce qu'il y a certainement des spectateurs qui étaient trop jeunes à ce moment-là, mais quand on était petits aussi, où on était petits. Quand la France a gagné la Coupe du Monde de football, qui s'est déroulée donc ici. Alors, on peut s'interroger. C'est vrai qu'à ce moment-là,
on se disait, est-ce qu'elle a été achetée, pas achetée? Alors, vous citez, moi, il y a Michel Platini. Qui, alors ouais, moi ça m'a vraiment interpellée. Alors en 2018, il dit sur les ondes de France Bleu, on ne va pas s'emmerder, je cite, hein, on ne va pas s'emmerder pendant 6 ans à organiser la Coupe du Monde si on ne peut pas faire quelques petites magouilles. Vous pensez que les autres ne les faisaient pas dans les autres Coupes du Monde? Voilà. Alors, Là, j'ai même pas besoin d'aller plus loin, en fait. C'est généralisé. Et c'est banalisé. Mais, non, mais, imaginez ça, vous mettez ça dans un autre secteur. Poserait problème, que. Mais c'est le foot, faut dire. Ça, c'est le sport en général. Ouais, c'est ça. Alors après. mais plus le encore le Maroc foot. Ah oui, parce que c'est Parce qu'il y a beaucoup d'enjeux, il y a beaucoup. beaucoup d'argent, il y a beaucoup de... Et non, ça intéresse plus de gens, surtout. Si ça avait été un autre sport qui intéressait autant de gens, ce serait ce sport-là. L'argent, oui, il y a de l'argent, mais au final, c'est pas grand-chose, hein, en termes d'activité. Si on compare à des grosses sociétés de BTP, d'hôtellerie ou que sais-je encore, c'est pas grand-chose le foot, hein. La FIFA, elle pèse financièrement, oui. Les fédérations, mais un club de football, par exemple. Alors oui, on voit un gros chiffre d'affaires. Déjà, ce sont des entreprises, pour l'immense majorité, déficitaires. Et de beaucoup. Oui, d'ailleurs, vous avez tweeté il y a quelques jours par rapport aux factures impayées du PSG, Oui. Romain Molina, oui. Mais imaginez, ils ne payent pas certains fournisseurs. Mais c'est pas les seuls, hein. Mm-hmm. Il y en a plein. Ce sont des mauvais payeurs. Enfin, financièrement, c'est pas grand-chose, au final. Un club, donc, qu'on le voit comme une entreprise. Par contre, politiquement, c'est ce que j'expliquais. Et en termes d'image, d'impact médiatique, à part une catastrophe naturelle, qu'est-ce qui va plus faire parler pour les annonceurs que la Coupe du Monde de football? Ou les Jeux Olympiques, par exemple? Ben, y a pas. Donc voilà pourquoi tout le monde, ça avait été un autre sport, ça aurait été là. Donc il y a des largesses à corps de football, qui encore une fois des gens très bien. Néanmoins, quand vous entendez ce type de discours, c'est en gros on banalise le fait de magouiller, c'est normal. Alors c'est peut-être une vision du monde qui est quand même un peu triste. Quand même. Parce que le problème en plus, c'est vu qu'il y a une opacité, ça s'arrête tout la magouille. Maintenant pour 98, c'est le Maroc qui avait tenté de faire quelques approches selon certains papiers publiés par le département de justice américain pour essayer d'acheter certains votes, notamment de la Caraïbe à l'époque. Le mondial 2010 en Afrique du Sud a été acheté, par exemple. Mm-hmm. Et le Maroc aurait dû l'avoir. Mais ça, bon, pas trop en parler. Mais vous voyez, même les Américains, hein, ils ont paradé, etc. Ils sont jamais allés au bout. Hein. Et d'ailleurs, comme la Russie l'achète en 2018. Mais le Qatar l'achète en 2022 aussi. Les Américains, il y a quand même plusieurs éléments concrets. Je crois que c'est un Guatémaltèque. Ils ont retracé les paiements, etc. et tout. Au final, est-ce que ces pays-là ont eu quelque chose? Est-ce que le système a eu quelque chose? Bah non. On s'est jamais attaqué au système. On s'attaque à quelques individus, sous fond quand même de rivalité politique derrière, mais en aucun cas on s'attaque au système. Donc ça montre toute l'hypocrisie. Et le pire, c'est que lorsque ça sort, ce fameux FIFA Gate, est-ce que vous avez vu des enquêtes à travers le monde pour des systèmes généralisés? Pas du tout. Pas du tout. Ben moi, je peux le voir en France. Hein. Le foot, on touche pas. Hein. On ne touche pas, au fait, avec le foot. Donc c'est très rare. Il y a quelques petites affaires qui sortent. Mais il y en a très peu. Oui, parce que le football, c'est devenu un sport sacré. On touche pas. Touche pas au Grisby, j'ai presque envie de dire. Et alors, est-ce qu'un jour, on peut espérer que cette industrie du football... Non, vous me laissez même pas terminer ma question, non. Il n'y a aucun espoir. Je sais même pas pourquoi je fais ça, en fait. Politiquement. Le seul espoir, ce serait que politiquement, on arrête d'accorder le blanc-seing. Est-ce que les politiques vont le faire? Non. Est-ce qu'on peut avoir confiance dans une classe politique, quelle qu'elle soit, vis-à-vis de ça? Non, ils se plient tout. Ils se plient tous. Les seuls aujourd'hui qui se rebellent un petit peu, ce sont quelques pays africains, que je rends hommage, et qui se font châtier. Ben voilà. Est-ce que vous avez vu un grand pays dire, OK, on va y aller? Ou une initiative européenne, que ça? Non, surtout pas. Bon, bah, à partir de là, qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez faire? Il n'y a rien à faire. Et voilà. Alors, on peut avoir peut-être des petites victoires, oui, mais à petit niveau, ça magouille. En haut, ça magouille. Mais faut rien dire. Bon, bah, ça va. Je vais donner juste un exemple. Je vais pas citer le nom du club, mais en France, vous avez un club. Les joueurs, ils sont déclarés 1 200 €. En réalité, ils sont payés 3 600 € net, plus appartement. C'est un club de division inférieure. Et en fait, ce club est détenu par un milieu littéralement mafieux. Donc l'argent, on peut se demander d'où il vient. Si je suis au courant, j'imagine qu'il y en a d'autres.
Vous croyez qu'on va leur dire quelque chose à leur passage devant la DNCG, là, l'institution de contrôle? Ah non, surtout pas. Mm. Donc on va laisser clairement potentiellement de l'argent du crime organisé financer un petit club de foot qui monte. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est open bar. Et qu'est-ce qu'on pourrait dire aux jeunes garçons ou aux jeunes filles d'ailleurs qui voudraient en faire leur métier? Parce qu'on sait très C'est un bien sport magnifique, hein. Ouais. Moi, je parle jamais de ce qui se passe sur le terrain. C'est un sport magnifique. Bon, on va faire le basket, mais ça reste un sport magnifique. S'ils ont envie qu'ils le fassent, c'est pas à eux qu'il faut s'adresser. C'est aux politiques. Mais pour que les politiques agissent, il faut quoi? Il faut que médiatiquement, et c'est là où on voit le problème du contrôle des médias dans le milieu sportif. Contrairement au milieu politique, où vous avez toujours quand même dans le milieu politique, on peut me dire tout ce qu'on veut. Je vois un peu comment ça se passe, je suis pas expert. C'est pas mon domaine. Mais il y a toujours une manière de faire sortir certaines choses quand même. Dans le sport, c'est pas le cas. Dans le sport, il y a un contrôle presque total. Mais imaginons que face à nous, là, on a le futur Zinedine Zidane ou le futur Mbappé. Il ne pourra rien y faire. Ces joueurs, ils sont quand même manipulés, ils sont quand même au cœur de batailles financières. Oui, mais enfin, après, les familles, souvent, elles se déchirent, c'est pas très propre non plus, hein. Mm-hmm. Mais il pourra rien faire, lui. Politiquement, c'est pas les joueurs. Alors oui, si tous ils se mettent et qu'ils expliquent, mais eux, ils côtoient pas ça. Eux, leur but, c'est d'être sur le terrain. Mm-hmm. Ailleurs, ils peuvent se douter. Ils voient bien qu'il y a des dirigeants qui n'ont pas de parole et que c'est un milieu sans foi ni loi. Ça, ils le voient, clairement. Mais plus haut, ils sont pas dedans. C'est pas eux le problème. Le problème, c'est plus haut. Et plus haut, on retrouve qui? On retrouve cet alliage politico-médiatique. Je veux dire, très simple, médiatiquement. Si on avait non seulement l'équipe, mais les autres, qui titrent la Fédération française de football au X, vis-à-vis de tout ce qui s'est passé vis-à-vis des aides, et que ça fait des sujets télé, vous croyez sincèrement qu'ils seraient tous restés en poste? Non. Est-ce qu'on a eu ça? Non. Voilà. Par exemple, je reprends l'exemple de la Guinée et de la France. Vous croyez que c'est normal qu'il n'y ait pas un mot? Imaginez que ça prend médiatiquement en France. Vous croyez que la FD, elle va faire quoi? Elle va nettoyer. Tant qu'il n'y a pas médiatiquement, on nettoie pas, on laisse faire. On fait l'autruche. On règle ça en interne. Donc la seule solution, c'est une solution médiatico-politique. Est-ce que ça arrivera? Non. Après, quand ça touche à la pédocriminalité, c'est vrai que c'est un sujet qui est qui est très 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 tabou ici en France. On l'a vu quand le film. Pas qu'en France, hein. En tout cas en France, on a vu quand le film de Sound of Freedom est sorti dans les salles ici. Eh bien, ça a été tout de suite taclé. C'est un film qui a été taclé de film complotiste. Voilà, donc c'est un sujet où les médias ont énormément de mal. Là, il y a une différence. Là, on a l'AFD qui l'avoue quand même. Je veux dire. Mais qui l'avoue pas publiquement, en tout cas. Si, j'ai le mail. Vous avez le mail. Moi, je peux le donner à n'importe qui, mais vous croyez que j'en ai pas parlé aux gens de France 24, RFI TV5 Monde? Puis je les connais. C'est pas genre, des fois, on me demande, Romain, t'as pas ce numéro? Donc, non, après, il y a une différence quand même. C'est que là, et je peux comprendre que ça fait un peu peur, mais entre guillemets, des fois, ce qu'on voit, je vais pas dire c'est du réchauffé, mais c'est des affaires qui sont déjà sorties. Là, tout ce que je publie, ce n'est jamais sorti. Moi qui me suis démerdé tout seul. Pour arriver à avoir suffisamment d'un niveau légal pour publier ceci et ça. Sur des éléments d'abus, parfois relatifs à des abus sur mineurs. Et je pense qu'il y a ça aussi. Et puis aussi parce qu'il y en a, ils vont dire ça se passe loin. Moi, je sais pas vraiment de différence, mais enfin bon, il y en a qui le font aussi. Bon. En tout cas, on vous remercie, Romain Molina, d'avoir été notre invité. C'est gay. Et puis, on rappelle le titre de vos deux livres, L'industrie du football. Voilà, tome 1 et tome 2. Le tome 2 qui vient de sortir, il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, aux éditions Exuvie. Et là, vous verrez que c'est un vrai travail de fourmi. À chaque début de chapitre, il y a la petite carte d'identité de la personne sur laquelle vous vous attardez. Voilà. Ouais. On a tout. On a du crime contre l'humanité.
Du trafic dehors aussi, hein, illégal, exploit. Enfin, c'est assez Disons que varié quand même. ce sont des livres quand même qui sont assez durs à lire parce qu'on pense qu'on va parler football, qu'on va parler sport, et pas du tout, pas du tout. On rentre dans un milieu assez noir, assez sombre. Ouais, c'est. En fait, il y a beaucoup de gens qui disent c'est du sport, mais je pense que ce sont des livres qui sont pas non plus trop gros, qui sont assez accessibles. Mais pour tous les gens qui aiment l'investigation ou les thrillers, je pense que ça va leur plaire. On a des meurtres non élucidés, on a un peu de tout, c'est ok. Par contre, ça, je peux pas leur enlever. Ils sont quand même très variés, les crimes. Ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire, c'est pas simplement le mec qui fait de la fraude fiscale. Non, on va au-dessus. On est quand même sur du meurtre de masse, crime contre l'humanité. On a quand même un ancien président de fédération qui aujourd'hui à La Haye, crime contre l'humanité. C'est quand même assez remarquable. Et qui n'avait aucun problème à se présenter dans les élections FIFA et de sa confédération. J'ai aussi du trafic de médicaments, ce qui est quand même pas mal, je trouve. C'est assez original. Évidemment, on a les réseaux pédocriminels. On a un peu de tout. On a de la drogue quand même un petit peu. Il en faut aussi un petit peu quand même. Il y a plein de choses comme ça. Il me manque que le gros trafiquant d'armes. Et je pense que là, j'aurais fait le tour de présentation. On a aussi, alors je l'ai pas publié, mais on a le sacrifice du pneu. D'ailleurs, on avait le prénom, je crois que c'était de la Guinée-Bissau. Il a mis un pneu autour d'un type, il l'a aspergé d'alcool, il a commencé à le faire brûler. Je trouve quand même qu'il y a une vraie originalité dans la section criminelle des dirigeants footballistiques. Honnêtement, je les félicite. Bon, j'en dirai pas autant, mais faut rire, hein, il me reste que ça, hein, de toute façon. Donc on peut voir. Merci Romain Molina d'avoir été notre invité. Merci beaucoup.